Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à cet épisode de La Planche à billets, la balado-diffusion de l'Association des économistes québécois, votre destination pour les choix éclairés en économie. Mon nom est Julien McDonald-Guimond, je serai votre animateur pour cette émission. Deux sujets importants à l'heure du jour. D'abord, qu'est-ce que l'argent? D'où vient-il et qui s'occupe de le créer? Et ensuite, on va parler de tarifs, de taxes et d'inflation pour mieux comprendre comment tout ça s'influence. Pour répondre à nos questions, on reçoit Pascal Bédard, maître d'enseignement en économie à HEC Montréal. Bonne écoute! Bonjour Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation de participer à la balado. Ça me fait plaisir. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui parce que, un peu comme je te le disais avant qu'on commence l'enregistrement, ça fait longtemps que j'entends parler de toi, que je te suis. Il y a plusieurs centaines, milliers d'étudiants probablement qui sont passés devant toi, mais je n'ai pas eu cette chance. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion un peu de combler ce besoin. N'ayons pas peur des mots. C'est ça. Moi, je te suis de loin, mais au bénéfice des gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton profil et qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, j'ai un background en mathématiques. Donc, j'ai étudié en mathématiques puis en physique. Ensuite, j'ai travaillé en programmation logicielle et optimisation longtemps, dans le secteur privé surtout. Ensuite, je suis retourné aux études. J'ai étudié en économie. J'étais allé à la Banque centrale. Je suis revenu à Montréal. J'ai fait un petit peu de contrat, puis après ça, je suis devenu chargé de cours, surtout à l'UQAM, mais aussi à l'Université de Montréal. Puis depuis 4 ans, 2020, c'est ça, ou 3-4 ans, je suis maître d'enseignement attaché à HEC Montréal. Donc, je suis responsable du matériel au complet et de tout ce qui a rapport avec le cours de macro-intro que tout le monde fait à HEC Montréal. Puis j'enseigne aussi un cours de monnaie, et, en gros, c'est monnaie et marché financier. Un autre cours d'analyse de conjoncture. Jusqu'à l'année passée, j'enseignais le cours de macro troisième année aussi. Puis j'enseigne souvent le cours de micro. Mais je ne suis pas coordonnateur, donc je prends ce qu'on me donne, puis je l'enseigne. Donc j'enseigne plusieurs cours assez diversifiés, mais c'est surtout de la macro-finance, monnaie, banque centrale. C'est ça j'allais dire. Je pense que tes créneaux, surtout macro-finance, si je me fie à ton fil LinkedIn, c'est les sujets qui semblent te passionner le plus. Oui, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant aussi de fouiller un petit peu plus, passer les choses de base d'intro. Entre autres, la monnaie, il y a des choses intéressantes à explorer là-dedans. Là. C'est vraiment le fun. Bien, tout à fait. Puis justement, ça fait partie des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, deux grandes questions à l'ordre du jour. La première que je pense plusieurs personnes se posent, c'est quoi l'argent puis d'où ça vient? Pour dire ça très franchement. Puis en deuxième partie, on se questionnera un petit peu plus sur le lien entre taxes, inflation, tarifs, inflation. Il y a plusieurs nouvelles dans l'actualité économique qui sont sorties récemment qui mènent à se poser ce genre de questions-là. Donc, tu pourras aussi nous éclairer là-dessus. Mais si on commence par justement la question de l'argent, la monnaie. C'est un sujet qui est simple et complexe. Il y a des gens qui savent c'est quoi, il y a des gens qui pensent savoir c'est quoi, mais pas tout à fait. Mais je pense qu'on peut s'entendre que même si tu n'as pas de formation en économie, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là parce que c'est proche de nous. On utilise l'argent tous les jours pour toutes sortes de choses. Mais ça reste quand même un peu nébuleux. D'où ça tire sa valeur exactement? Puis qui contrôle l'émission de ces beaux billets de banque-là ou de ces beaux chiffres-là qu'on voit sur l'écran? Donc peut-être avant de parler comme tel de comment l'argent est créé. Peux-tu nous dire un peu, dans le contexte canadien, quand on réfère à de l'argent, qu'on réfère à de la monnaie, c'est quoi exactement qu'on entend par ça? Il y a trois, je dirais qu'il y a trois grandes catégories de définition de monnaie. La première, c'est la définition la plus étroite possible, c'est la monnaie physique.
Donc, les 20 qu'on a dans nos poches, là, les etc. billets, les pièces. C'est ça, les billets et les pièces. Ça, c'est très, très minime. Ça, c'est très, très petit. C'est presque négligeable, à la limite. C'est ce qu'on appelle souvent M0. Donc, ça, c'est la première définition. La deuxième, beaucoup plus importante, on garde toujours l'autre d'avant, donc les billets et les pièces en circulation, mais on ajoute les comptes à vue, donc les comptes chèques, là, un compte ordinaire là, que tu utilises pour payer tes affaires. Tu vas au Canadian avec la Tire. carte débit. C'est ça, avec ta carte débit, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'addition de tous les comptes de ce type-là de tout le Canada. Donc ça serait plus les billets en circulation. Ça serait M1. Puis, il y a ce qu'on appelle la quasi-monnaie, qui n'est pas de la monnaie pure, dans le sens qu'elle n'est pas disponible directement pour faire des transactions, tandis que ton compte chèque, tu peux l'utiliser, là, ta carte de débit, là, pour faire des transactions. Mais les titres de dette fédéraux de court terme, très liquides, ce qu'on appelle communément les T-bills, là, ce genre de les bons du là. trésor. Les bons du trésor à court terme. Et ce genre de produits financiers-là ne sont pas de la monnaie, c'est-à-dire tu ne peux pas les utiliser pour acheter quelque chose au magasin, mais c'est convertible assez rapidement et facilement et sans coût, là, ou à peu de coût, en monnaie disponible, donc pour faire des transactions. Ça serait de la quasi-monnaie. OK. Donc M2, si on ajoute ça. OK, parfait. Donc, si je résume, on a de la monnaie physique, on a de la monnaie électronique sur notre compte en banque, puis on a de la monnaie, disons, plus financière électronique. C'est ça, exact, qu'on appelle la quasi-monnaie. Qui est très liquide. Oui, très Donc, liquide. Des actifs financiers liquides. Ouais. C'est ça. Exact. Et puis, l'or est où là-dedans? L'or, c'est pas de la monnaie, hein, n'est-ce pas? On peut pas payer des trucs au dépanneur avec de l'or. En tout cas, on pourrait essayer, mais... et donc, c'est une réserve de valeur, tout simplement. Donc, c'est un compétiteur, je dirais même à la monnaie, à la limite, là. Donc, c'est un métal, mais c'est tout. Parce qu'à une certaine époque, on pouvait amener un 20 $ à la Banque centrale de notre pays puis dire « Donne-moi l'équivalent en or ». Puis là, on te grattait un lingot, j'imagine, puis on te donnait une petite poudre. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Là. Non, ça fait longtemps. Donc, jusqu'en début des années 70, on avait le système étalon or. Donc, c'était les États-Unis qui étaient la base de ça. Là. Donc, on pouvait échanger 35 USD contre un once d'or. Puis les autres étaient échangeables contre du USD à des taux de change fixes. Et donc, par transitivité, on avait un étalon or partout, évidemment. Ouais. Et donc, l'or servait comme réserve de valeur et comme étalon de valeur de la monnaie. Puis, en fait, ça, c'est un sujet vraiment fascinant. Ça m'a beaucoup fasciné, ça. Je me suis dit, pourquoi l'or à travers l'histoire tout le temps, tu sais? Et si tu fais le tour du tableau périodique, OK, tu fais l'exercice, là, tu dis, OK, bien, qu'est-ce qui pourrait être de l'or? Puis là, tu fais le tour. L'hélium, non, parce que c'est un gaz, ainsi de suite. T'sais. Et tu vas... Il y a plein de caractéristiques, en fait, de la monnaie. Physique, en tout cas. Ouais. Il faut que ça soit découpable en morceaux étalons standardisables. Il ne faut pas que ça se dégrade. Il ne faut pas que ça soit trop lourd parce que sinon, c'est pas pratique, ainsi de suite. Il y a plein de caractéristiques comme ça. Et il y a juste deux métaux qui respectent les caractéristiques de l'or. C'est l'argent et l'or. Ah. C'est les deux métaux. Mais l'or, encore mieux parce qu'elle se dégrade moins vite. OK. Et donc, c'est pour ça. Donc, il y a une raison. C'est pas juste... Très pratico-pratique. Et, l'autre chose, c'est qu'il faut que ça soit limité. Il faut que l'offre soit limitée. Il faut que l'abondance soit limitée. Et donc, tout ça combiné, on obtient effectivement... Tu tombes rapidement sur les deux métaux, l'or et l'argent. Et ces deux métaux-là se sont fait concurrence aux États-Unis longtemps. Puis, il y a même eu des guerres puis des assassinats à propos de est-ce qu'on utilise les deux, donc le système bimétallique ou juste l'or, ainsi de suite. Finalement, c'était l'or qui a gagné et ensuite, c'était la monnaie fiduciaire là, qu'on utilise aujourd'hui là, qui a gagné, c'est-à-dire une monnaie qui n'a pas d'ancrage réel. C'est une monnaie pure. C'est ça. Puis ça, je trouve, c'est très intéressant, ce concept-là de monnaie fiduciaire parce qu'en fait, comme tu dis, il n'y a pas d'ancrage, elle n'est pas échangeable contre quelque chose de tangible. C'est vraiment une monnaie basée sur la confiance. Donc, tant que tout le monde croit dans l'institution de la monnaie canadienne fonctionne. Mais demain matin, puis des fois on le voit dans certaines régions éloignées,
On peut se créer des fois un système de papier avec une petite monnaie locale, puis on se dit, bon, on va échanger basé sur un autre système. Puis si les gens ils faisaient suffisamment confiance à l'échelle du pays au complet, ça pourrait détrôner le dollar canadien. Théoriquement, oui, mais il faudrait que ce soit liquide, il faudrait que tout le monde l'accepte, ainsi de suite. Et ça aussi, c'est le genre de sujet, tu te penches dessus, puis quand tu te mets à réfléchir autour d'une bière avec un ami, tu en arrives à des conclusions intéressantes. Par exemple, la monnaie, finalement, si tu y penses comme il faut, c'est une norme sociale. Mm-hmm. C'est tout. Et une norme sociale, plus elle est puissante, moins les gens y pensent, ou moins les gens en sont conscients. Quand je demande à mes cours de macro, là, je dis « Pourquoi vous acceptez d'être payé avec un chiffre qui change? » Parce qu'on n'est plus payé en physique, là, on s'entend. Donc, on est payé sur des dépôts dans notre compte, puis là, il y a un numéro sur un écran qui change. C'est genre plus tant d'argent. T'sais. Pourquoi vous acceptez ça? Là, les gens sont comme, parce que je suis capable de payer. Je dis, pourquoi vous êtes confiant que vous êtes capable de payer avec ça? Et là, il y a tout le système de paiement. Qu'il faut qu'il soit très, très rapide, efficace, jamais de faute. Donc, ici, notre technologie est hyper blindée. C'est une technologie miroir. Toutes les transactions sont enregistrées 2 fois à 2 endroits physiques différents, ainsi de suite. Et pourquoi on fait confiance à tout ça? Parce que c'est assis sur un appareil fédéral, lequel lui-même est crédible parce qu'on est dans un état de droit. Ça va loin, là, tu sais. Et donc, l'appareil étatique au complet sur lequel repose, on a l'état de droit, l'indépendance des cours, ainsi de suite, et donc la crédibilité institutionnelle. Et entre autres, la promesse de la Banque centrale, que tout le monde prend pour acquis, tout le monde s'en fout, finalement. Personne n'écoute ça. Mais c'est parce que personne n'écoute ça parce qu'elle est là, parce qu'elle est crédible tellement qu'on n'y pense pas, encore une fois. Et donc, les gens, même pendant l'inflation qu'il y a eu, là, justement, en 2021-2022, on avait genre quoi, 7-8 % d'inflation. Personne ne pensait que c'était permanent. Ou presque, en tout cas. Presque personne. Tout le monde était comme, oui, ça va redescendre à 2. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. C'est ça qui s'est passé. Oui, c'était de l'inflation temporaire. Ouais. Donc, crédibilité des institutions parce qu'on n'a pas d'ancrage réel qui empêche la création de monnaie. C'est ça. Donc, la confiance est vraiment centrale dans ce système-là. Puis justement, ça m'amène au prochain sujet. Quelque chose des fois qui va, je sens quand je discute avec des amis ou des gens que je rencontre, qui va venir peut-être ébranler un peu leur confiance, c'est quand les gens se mettent à se demander, OK, mais ultimement, qui crée cet argent-là? Puis on entend beaucoup de choses se dire. On en a entendu notamment beaucoup suivant la pandémie parce qu'il y a eu des actions de Banque centrale, il y a eu différentes mesures qui ont été mises en place. Parce qu'on s'entend que si tu as l'impression que il y a un petit comité de sages de 5 personnes qui, demain matin, peuvent rajouter un 0 sur les comptes bancaires de tout le monde, ça mine la confiance. Fait que, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment l'argent est créé? D'où est-ce que ça vient? Oui, ça, il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet-là. D'abord, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle la base monétaire, OK, qui est l'ensemble surtout des réserves des banques commerciales à la Banque centrale. Donc, les banques commerciales ont un compte de banque, comme toi et moi, on a un compte de banque avec une banque. Là. Donc, les banques... Banque nationale, Desjardins, TD, ils ont un compte à la Banque centrale. Et le gouvernement fédéral a un compte de banque aussi à la Banque centrale. Et donc, la somme de ces soldes-là, des comptes commerciaux et du gouvernement, ça, c'est la base monétaire. Mais ça, c'est pas ce qu'on appelle l'offre effective de monnaie, qui est M1, là, dont on discutait tantôt. Là, l'offre effective de monnaie, c'est ce qui sort, si on veut, dans l'économie. Et donc, par exemple, lorsque la Banque centrale, même pendant ce qu'on appelle la détente l'assouplissement quantitatif, là, donc quand la Banque centrale achète plein d'obligations, si la Banque centrale achète des obligations auprès de banques commerciales, mais que les banques commerciales ne font pas de prêt, l'offre de monnaie n'augmente pas. L'offre effective de monnaie n'augmente pas. La base monétaire augmente, mais l'offre effective de monnaie n'augmente pas. Maintenant, pour être clair, c'est vrai
Et peut-être ça, les gens qui sont un peu parano, là, ils vont être contents d'entendre ça. Ils vont dire qu'ils ont raison. La Banque centrale peut, effectivement, on va dire en termes imagés un peu, elle va sur son ordinateur. Puis là, au Canada, on va prendre justement la pandémie. Là. Donc, ils sont allés sur l'ordinateur, puis ils ont fait à plus ou moins là, plus 500 milliards. Ils ont acheté des obligations. Ils se sont tapés. D'abord, si on veut aller en étapes, ils se sont tapés sur leur ordinateur, plus 500 milliards. Bon, ça, c'est pratique. Donc, ça, en une seconde, tu viens de créer 500 milliards de dollars. Puis avec ce 500 milliards-là, ils ont besoin de faire quelque chose avec. Ils ne peuvent pas juste le donner à quelqu'un. Ils veulent l'envoyer dans l'économie. Ils veulent l'envoyer dans l'économie. Donc, ils ont acheté 500 milliards d'obligations. Donc là, ça tombe dans le coffre des banques privées. Des banques privées et du gouvernement. Et du gouvernement qui peuvent décider ou non exact. De le mettre en circulation. Par des prêts. Par des prêts ou de le garder. Ou de le garder, exact. Okay. Donc, cela dit, surtout ce qui est acheté au gouvernement, surtout pendant la pandémie, là, ça sortait directement. Parce que, si tu veux une espèce d'image, tu as l'argent qui est créé à la Banque centrale. La Banque centrale envoie de l'argent au gouvernement qui, lui, envoie des obligations à la Banque centrale. Puis le gouvernement, il prend cet argent-là puis il envoie ça en CPU, là, les paiements, les différents programmes là, d'urgence. Donc ça, c'est un peu vrai. C'était de l'argent créé par la dette. Et donc ça, c'est l'autre chose, c'est que la monnaie est toujours créée par la dette. C'est par le gouvernement qui est minoritaire la plupart du temps. Le gros montant d'argent, c'est par les prêts commerciaux, les prêts des banques. Là, donc, la grande portion de l'argent créé vient plutôt des banques commerciales de très loin. Que de la Banque centrale. Okay. De très loin, oui. Donc ça, comment ça marche, les banques commerciales? Ça aussi, c'est intéressant. Donc, une banque commerciale, contrairement à ce qu'on enseigne même en macro 1, même moi-même, je suis coupable de ça, mais je le sais que je fais la simplification dans les notes parce qu'on en parle dans les autres cours plus avancés, mais une banque commerciale, elle peut créer de l'argent, un peu comme une banque centrale, mais je vais nuancer, initialement. Donc, mettons, moi, je suis une banque centrale, je suis une banque commerciale. Julien, tu veux m'emprunter 100 000 $, pas de problème. Donc, du côté actif, je tape 100 000 prêts, donc un prêt qui va me donner des revenus d'intérêt, donc c'est un actif. Ouais. Donc, je tape 100 000, n'est-ce pas? Puis du côté passif, je te dépose 100 000 dans ton compte. Voilà, c'est une écriture comptable. Donc, pour les banques commerciales, la création de crédit est bel et bien une écriture comptable. Ils n'ont pas besoin d'avoir de l'argent. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qui arrive. Ils font le prêt et ensuite, ils trouvent l'argent. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Okay. Donc, la monnaie de base, elle est en fait endogène. Il y a de la création de monnaie, de crédit, de prêt, là, comme je viens de... Puis là, ils trouvent de la monnaie dans les réserves, etc. Là, okay. Dans le marché interbancaire et tout. C'est ça. Donc, ils vont... Juste pour clarifier, ils vont quand même devoir la trouver parce qu'une fois qu'ils l'ont crédité dans mon compte, l'argent que j'ai emprunté, si moi, je le sors pour payer une maison ou une nouvelle machine, là, ça prend de l'argent sonnant et trébuchant, là, entre guillemets, qui existe vraiment, qui va sortir. C'est exactement ça. Donc, c'est quand tu vas tirer l'argent que, là, de toute évidence, je suis obligé de la fournir. Ouais. Et donc, là, ils vont s'arranger pour la trouver soit avec d'autres dépôts, en attirant des dépôts d'autres clients, ou bien dans le système de réserve interbancaire, etc. Exactement. Et donc, la limite de création de monnaie par ce moyen-là, c'est tout simplement le ratio actif sur passif. Donc là, ce que je viens de créer, par exemple, avec l'exemple qu'on vient de donner, j'ai un actif de 100 000 plus intérêt, n'est-ce pas? Donc, supposons que la valeur présente de cet actif-là, on va dire que c'est 120 000, okay, pour le fun. Donc, c'est 120 000. Puis du côté passif, j'ai 100 000. Donc, j'ai un ratio de 1,2. Donc, j'ai un ratio de 20 % d'actifs sur passif. Ça, c'est réglementé au Canada. Je ne me souviens plus c'est quoi, là, mais je pense que c'est 6 % on respecte les règles de Bâle, là, ainsi de suite. Ouais, donc supposons que c'est 10 % juste pour le fun. Là, t'sais. Et donc, ça voudrait dire que j'ai 120 au numérateur, puis j'ai 100 au dénominateur, puis je pourrais ajouter, mais chaque fois que j'ajoute, à la fois au numérateur et au dénominateur, le ratio va baisser. Il va tendre vers 1. Plus tu ajoutes en haut et en bas d'une division, plus tu tends vers 1. Okay.
Et donc, si tu es à 1,2, mettons, puis là, tu continues à ajouter, à un moment donné, tu vas arriver à 1,1. Puis là tu es Tu obligé. n'auras pas le droit d'aller Là, plus tu n'auras bas. plus le droit. Puis là, c'est la limite de création de crédit. Une des limites, c'est la réglementation sur le capital. Donc, ça, c'en est une. L'autre, c'est pas réglementaire, c'est tout simplement que la Banque centrale, et tu me le mentionnais là, avant qu'on commence, c'est tout simplement que la Banque centrale va décourager la demande de crédit par Avec les des taux hausses de d'intérêt. taux d'intérêt. C'est ça, elle va augmenter les taux d'intérêt. Puis là, les gens, soit il va y avoir moins de gens qui vont vouloir prendre des prêts, ou bien les prêts octroyés vont être plus petits à cause de la capacité à absorber des paiements là, réguliers. Là. C'est ça. Donc, ce canal-là, le dernier que tu viens de mentionner, c'est vraiment de dire quand bien même une banque commerciale aurait encore de la capacité de prêt puis voudrait prêter, si les taux d'intérêt sont tellement élevés qu'il n'y a personne qui se présente à la banque pour emprunter, ben l'argent ne sort pas puis il n'y a pas de création monétaire. C'est ça, exactement. Et donc, si on se résume, donc là, c'est assez simple finalement. La monnaie est créée par la dette. Donc, soit c'est de la dette fédérale, soit c'est de la dette, on va dire ordinaire, là, de crédit bancaire. Le canal majoritaire, de loin, 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 c'est le canal du crédit bancaire. Et c'est très bien que ce soit comme ça, parce que c'est décentralisé. Les gens ont des projets, puis là, il y a une espèce d'efficience micro là, dans l'allocation du crédit et donc du capital. Voilà. OK. Par rapport aux limites, donc, c'est quoi les garde-fous qui existent? Puis parce que, bon, qu'est-ce qui empêche, dans le fond, une banque, que ce soit centrale ou commerciale, de dire Hey, mon ami Pascal, j'y rajouterais bien un 2-0 sur son compte en banque. Tu sais, qu'est-ce qui vient, dans le fond, empêcher, non pas la possibilité de le faire, parce que ce que je comprends, c'est que théoriquement, tu peux quasiment le faire à l'infini. On a parlé du ratio actif-passif, mais j'imagine qu'il y a une notion, en tout cas du côté de la Banque centrale, d'inflation qui vient avec ça, qui est une contrainte. C'est l'ultime contrainte. C'est la contrainte d'inflation. Évidemment, ce que tu racontais de déposer spécifiquement dans le compte de quelqu'un, ça, c'est de la corruption. Là. Et donc, ça peut toujours exister, on s'entend. Mais dans un état de droit où les institutions sont crédibles, ainsi de suite, il n'y a pas de ça. Au Canada, il n'y a pas... C'est le gouverneur de la Banque centrale, il ne se fait pas verser un petit quelques millions là, on the side. Donc, c'est pas comme ça que ça marche ici. Mais je serais pas surpris que certains pays, à institutions très faibles, ça a l'air un peu de ça. Déjà envisagé. Oh, oui, certainement. Donc ça, c'est pour le truc là, de corruption. Ça, c'est peu probable. Mais la limite ultime, c'est l'inflation. C'est comme tu disais. Donc, à un moment donné, il y a deux limites ultimes. Une, c'est l'inflation, où là, la Banque centrale va juste dire, OK, il y a trop d'inflation, j'augmente les taux d'intérêt, ça décourage le crédit, comme on disait tantôt. La deuxième, c'est tout simplement la volonté et la capacité d'absorber du crédit à la fois du gouvernement et du secteur privé. S'il n'y a plus personne, et ça d'ailleurs, c'est important que les gens comprennent ça, s'il n'y a personne qui veut s'endetter, là, donc ni le gouvernement, ni les entreprises, ni les ménages, il n'y a pas de création monétaire et c'est déflationniste, automatique. Ouais. OK, ça, c'est intéressant. Donc, s'il n'y a pas de création de dette, il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas de création monétaire. Il n'y a pas de création monétaire et il n'y a pas d'inflation. Ouais. OK. Oui, exact. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas assez d'inflation, en guillemets, mettons que l'inflation menace proche de 1 ou même 0 là, la Banque centrale, elle veut qu'il y ait de la création de dette, puis là, elle baisse beaucoup les taux d'intérêt pour encourager ça. OK. C'est le temps de rénover vos cuisines, puis c'est ça. changer votre machinerie. Et c'est pour ça que Irving Fisher, il avait bien pensé à ça dans les années 30. Je trouve c'est quelqu'un qui avait vraiment... les gens, dans ce temps-là, il y avait dans les années 20-30, les économistes, je trouve que c'est vraiment l'âge d'or. Là, les gens avaient vraiment... Ils étaient super brillants. Là, Puis il a décrit tout le phénomène de dette-déflation, puis il disait que quand la dette est trop élevée, les gens ne veulent plus s'endetter encore plus. Quand tu es déjà très, très endetté, tu vas peut-être commencer à payer ta dette, puis là, arrêter avec la dette. Et donc, s'il y a trop de dettes en circulation, c'est déflationniste, en fait, en général. Parce que là, il y a moins de création de crédit par-dessus la dette déjà existante.
Et donc, ça va avoir tendance à avoir moins de création monétaire. Et c'est encore vrai à ce jour que la création monétaire et l'inflation sont corrélées. Parce qu'il y en a qui nient ça. Donc, quand on voit qu'il y a plus de dette qui est émise, l'inflation baisse. Quand il y a plus de création de monnaie, il y a plus d'inflation. Oui. Parce que de la monnaie, c'est de la demande. Et s'il y a plus c'est de la demande de biens-services, n'est-ce pas? Et donc, s'il y a plus de demande que de capacité de production, c'est-à-dire d'offres, mathématiquement, les prix augmentent. Ouais. Et donc, il y a de l'inflation. Voilà. J'aimerais qu'on dise peut-être 2 mots sur le concept de réserve fractionnaire. Ah, oui. Qui s'applique aux banques commerciales. Donc, ce concept-là, dans le fond, que l'argent qu'on dépose à la banque, il ne fait pas juste rester là dans un coffre-fort, mais la banque commerciale va en prendre une certaine partie pour justement financer les prêts dont on parlait tout à l'heure. Quand on doit trouver de l'argent pour financer le prêt, elle va aller voir dans nos dépôts, puis elle va dire, écoute, je vais en prendre une partie, puis je vais la passer à telle autre personne pour qui réalise son projet. Donc ça, exactement, qu'est-ce que ça permet? Puis est-ce qu'on pourrait imaginer un monde sans réserve fractionnaire? Bien, je pense que tu m'en avais glissé un mot avant qu'on commence, puis je pense que tu avais la bonne intuition. La bonne approche pour penser à ça, c'est de faire comme si il n'y avait pas de réserve fractionnaire. Donc s'il n'y avait pas de réserve fractionnaire, bien, tu déposes ton argent dans ton compte de banque, puis ça reste là, pour vrai, comme... Physiquement. On va dire physiquement. Électroniquement, mais électroniquement. Puis si on veut être encore plus concret, on pourrait voir des piles là, de billets de banque empilés quelque part. Ça serait quasiment l'équivalent d'empiler ça dans ta cuisine. Hein? Je veux dire, finalement, c'est juste que là, la seule chose que tu fais, c'est que tu octroies comme l'espèce de responsabilité, on va dire, de stocker ta monnaie à quelqu'un d'autre. Ça peut faciliter les paiements avec ta carte de débit, par exemple, tout ça. Mettons que ça serait ça. Mais tu aurais plein de ce qu'on appelle du capital mort, n'est-ce pas? Donc, tu aurais plein c'est de l'épargne, finalement, qui dormirait là. Et c'est ce qui est arrivé en Europe. C'est comme ça que ça a commencé. Il y avait des institutions qui gardaient la richesse des gens parce que le taux d'homicide était très élevé. Les gens se faisaient assassiner dans leur maison. Il y avait beaucoup de bandits qui rentraient chez les gens, surtout riches. Et donc, les gens se sont mis à déposer leur argent et leur richesse, donc les œuvres d'art, toutes sortes de trucs, avec des gardes. Puis là, c'était des institutions. On n'appelait pas ça des banques à ce moment-là, mais finalement, c'était un peu des banques. Ouais. Qui des gardaient coffres-forts tout. Avec des gardes. Des coffres-forts avec des gardes armés, puis tout le kit. Là. Et donc là, le ratio de réserve était 100 %. C'est-à-dire, on fait juste garder ta richesse. Ouais. Puis ils se sont mis à remarquer que c'était une pile qui restait là, empilée sans fin, des écus d'or et tout, puis qui restait là à rien faire. C'était un peu, tu sais, moi, j'aime penser aux, tu sais, les places où tu t'empiles des affaires, là, tu sais, comment on appelle ça? Les entrepôts, là. Ouais. Ça, c'est bien connu qu'il y a beaucoup de garages, parce que c'est tout plein de garages un à côté de l'autre, là. Il y en a plusieurs qui restent pleins, puis il n'y a jamais rien qui se passe, tu sais. Eh bien, c'est un peu la même chose avec les dépôts. Donc, les dépôts, ils restaient là à rien faire. Puis là, bien, les banques se sont dit, je vais commencer à prêter ça. Puis là, ils se sont mis à prêter. Puis c'est le début des réserves fractionnaires. Aujourd'hui, on a des réserves fractionnaires très basses. Puis ça fonctionne très bien. Ils gardent un très faible taux de ce qu'on dépose. Très bas, très, très bas. Et ça fonctionne très bien parce que tout le monde n'arrive pas en même temps pour venir chercher son argent. Il n'y a plus de panique bancaire à peu près, là. Si on fait abstraction de la Grèce en 2012, mais exact. On s'entend que c'est des cas... c'est ça, c'est des cas très rares. Puis si ça arrivait, bien, la Banque centrale peut toujours fournir des liquidités d'urgence. Mais à cause des garde-fous qu'on a, puis ainsi de suite, puis les ratios de capital, puis tous ces trucs-là, bien, ça fait qu'on c'est pas mal un vaccin contre les crises bancaires. Et donc, c'est pas nécessaire de garder plein de capital mort, c'est-à-dire de l'épargne, qui n'est pas mis à l'ouvrage. C'est pas mis au travail. C'est un peu comme du gaspillage. C'est du gaspillage. En fait, là, le coût d'opportunité est énorme. C'est ça. Puis, je veux dire, là, on parle d'argent, des écus d'or qui seraient entreposés, mais j'ai l'impression que la même logique s'appliquerait à quelqu'un qui déciderait de garder, je sais pas moi, des ordinateurs dans un entrepôt, mais qui ne servent à rien. Juste d'un point de vue d'utilisation de nos ressources limitées, ce serait intelligent de dire, pendant que tu ne te sers pas ton ordinateur, prête-moi-le.
puis moi, je vais faire quelque chose avec, tu sais. C'est la même affaire pour l'argent. C'était l'idée d'Airbnb et tout. Oui, c'est ça. L'idée de base, c'était juste, tu as une chambre qui sert à, ou même une maison, un chalet, quelque chose. Ben, loue ça, puis... et donc, c'est un peu la même idée. C'est que tu aurais de l'épargne qui servirait à quelqu'un, qui pourrait servir, puis que quelqu'un voudrait. Et donc là, tu as une situation où tu as une volonté de prêter, une volonté d'emprunter, et donc tu aurais un échange mutuellement bénéfique, avec tout ce qu'on pourrait dire de surplus du consommateur, etc. Et donc, tu as un échange mutuellement bénéfique qui crée de la valeur, puis qui n'arrive pas. Donc là, tu as des pertes, de l'inefficience, et c'est ridicule, évidemment. Donc, c'est plutôt bien qu'on ait des réserves fractionnaires assez basse, finalement. Et de toute évidence, c'est très fonctionnel. Il n'y a pas de problème. Tous les pays industrialisés fonctionnent comme ça, puis il n'y a aucun problème. OK, donc si je résume peut-être ce bloc-là, donc on a appris la création monétaire, ça vient à la fois des banques commerciales et de la Banque centrale, mais en grande partie surtout des banques privées, des banques commerciales. Et ça reste une monnaie basée sur la confiance, mais on a des garde-fous et des institutions qui font en sorte que le risque de débordement ou d'abus est à peu près nul. Exact. J'ajouterais juste une petite clarification, c'est les banques commerciales et la Banque centrale en combinaison avec le gouvernement. Parce que si le gouvernement emprunte pas, la Banque centrale fera bien ce qu'elle veut, mais elle va juste acheter des obligations du marché secondaire qui sont déjà en circulation. C'est juste changer de l'argent de main. Tu ne crées pas de la monnaie. Bon, j'espère que ça éclairera un petit peu nos auditeurs. Deuxième sujet. Récemment, j'avais commencé à penser à cette chronique-là suite à l'annonce de Donald Trump d'imposer des tarifs sur à peu près tout le monde. Depuis ce temps-là, il y a eu aussi une pause temporaire de la TPS au Canada. Puis Trump a continué de détailler son programme économique qui comprend toutes sortes de baisses de taxes domestiques aussi. Et ce qui m'a surpris en lisant un petit peu les commentaires et les analyses sur ces politiques-là, certaines personnes semblent les voir comme étant inflationnistes, puis d'autres personnes déflationnistes. Donc, si on peut le briser en partie, là. Mettons qu'on commence avec les tarifs. Des tarifs qui sont essentiellement des taxes sur les biens importés, là, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Ça reste une taxe. Est-ce que c'est inflationniste ou déflationniste? Je vais couper net, c'est inflationniste. Donc, le net, c'est inflationniste. L'idée que c'est déflationniste, je sais d'où elle vient, parce que moi-même, j'ai enseigné plusieurs sessions quand même, commerce international. C'est que quand une grande économie comme les États-Unis impose des tarifs, elle a un effet de baisse de demande mondiale, évidemment, parce que l'économie en question, là, dans le cas, c'est les États-Unis, baisse leur demande pour tous ces biens-là parce qu'ils deviennent plus chers. Ouais. Et la baisse de demande baisse le prix, évidemment, microéconomie de base. Mais la baisse de prix, généralement, n'est pas assez pour compenser la hausse par le tarif. Et donc, mais c'est vrai, cependant, que l'effet inflationniste n'est pas aussi important que le tarif lui-même. Donc, mettons que 25 % justement, tu aurais peut-être une hausse, je ne sais pas moi, peu importe, là, de 10 % mettons, du prix. T'sais. Mais l'effet net est quand même inflationniste. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir, c'est tout récent là, de l'Université Princeton. Ils ont fait le tour, ils ont dit, OK, justement, là, on va faire les vérifications vraiment rigoureusement. Ils ont pris plein de cas spécifiques où il y a eu des tarifs, puis ils ont vérifié empiriquement. Là, puis c'est bel et bien un effet net positif sur les prix, c'est-à-dire que c'est inflationniste. Okay. Pour les clients, pour les États-Unis, là, je parle. Là. Oui. Pour nous, à la limite, c'est déflationniste parce que ça ralentit notre économie. Ben, déflationniste, c'est peut-être un gros mot, là, mais ça ralentit l'économie canadienne. Donc, ça baisse la demande mondiale pour nos biens et services. Et donc, toute chose égale par ailleurs, il va y avoir moins de demande. Donc, les prix vont avoir tendance à baisser chez nous,
les prix de nos ventes, on va dire, là, vont avoir C'est tendance à baisser. Ouais. Donc, les tarifs vont augmenter les prix. Ce qui est inflationniste, c'est en partie compensé parce que les tarifs génèrent un ralentissement économique, toutes choses étant égales par ailleurs, disons. Exact. Mais cet effet-là n'est pas assez grand pour compenser juste la hausse directe des prix à l'importation. Exact. Donc, au net, c'est inflationniste et par plusieurs canaux. Le canal direct, c'est-à-dire si tu importes, je sais pas moi, des iPhones de Chine, puis tu les taxes là, directement. Très souvent, l'effet est indirect, c'est-à-dire c'est des biens intermédiaires, aluminium ou des composants, des chips électroniques, ces choses-là, ou l'aluminium, le fer, l'acier, ainsi de suite. Et ça, la potasse, le Canada est un gros producteur de potasse. Et donc ça, ça va devenir inflationniste à travers les chaînes de production parce que le coût va s'accumuler à travers la chaîne. Et donc, ça va devenir inflationniste en bout de ligne, soit pour les entreprises qui achètent les biens intermédiaires ou finaux ou les clients finaux en bout de ligne là, qui vont se voir refiler la facture, évidemment. C'est ça. OK, donc ça, c'est pour les tarifs. Là, si on parle des taxes ou plus des impôts même, j'aimerais qu'on fasse la distinction parce que, là, Trump semble vouloir à la fois baisser les impôts des particuliers, mais on peut aussi vouloir baisser les impôts des entreprises. Oui, il va faire les deux, là, si j'ai bien compris. Ouais. Ça serait dans l'ordre des choses. Ouais. Est-ce que c'est le même effet, ces deux politiques-là, sur l'inflation? Oui. Théoriquement, oui. C'est-à-dire que tu fournis du jus à la demande agrégée, si on veut parler en termes académiques un peu. Et donc, il y a plus de demandes, toutes choses égales par ailleurs. Donc, tu as plus d'activité économique. Et donc, des pressions à la hausse sur les prix. Cependant, c'est plus inflationniste lorsque tu baisses les taxes aux gens ordinaires, c'est-à-dire pas riches, parce qu'ils ont tendance à dépenser le pouvoir d'achat additionnel qu'ils obtiennent. Cependant, si tu baisses les taxes aux gens plus aisés parce que c'est eux qui payent le plus de taxes, eux, ils ne dépensent pas nécessairement plus, ils font juste épargner plus. Et donc, c'est inflationniste, en guillemets, pour les indices boursiers. Le marché financier. Oui, c'est ça. Ils vont juste plus acheter plus d'actifs financiers, oui, exact. OK. Puis quand... parce que je pensais, quand on baisse les impôts sur les entreprises, est-ce qu'on ne diminue pas les coûts de production? Par conséquent, ça baisserait les prix? Ce n'est pas un coût de production, là, parce que le coût de production, c'est hors taxe. Là. Okay. Mais ce que tu vas faire à long terme, c'est encourager, en tout cas théoriquement, l'accumulation de capital, et donc plus de capacité de production, moins d'inflation. Okay. N'est-ce pas? Donc, plus d'offres. Un petit effet compensatoire. Il y a un petit effet compensatoire, mais somme toute, je dirais que l'effet des taxes aux entreprises, il serait plutôt très légèrement inflationniste, au net, mais plus pour les gens non riches, donc la classe moyenne et classe plus revenu bas, et très peu d'effets inflationnistes, peu importe, si tu détaxes surtout les gens plus aisés. L'effet va être inflationniste indirectement, parce que tu vas avoir des effets de richesse positifs là, dans ce cas-là. Genre les indices boursiers augmentent, et ainsi de suite. Et ça affecte l'humeur, même des gens ordinaires. Et donc là, ils ont tendance un petit peu plus à dépenser. Donc, à la limite, ça serait légèrement inflationniste. Mais celui-là, il est moins inflationniste que les autres. Ouais. OK. Puis, j'aimerais peut-être qu'on aborde rapidement la différence entre que ça fasse augmenter les prix une fois, en quelque sorte. C'est comme ça augmente le niveau de prix, donc tu as de l'inflation, mettons, 1 an, 2 ans après l'implantation de ta politique. Mais après ça, ça revient à la distinction entre le niveau de prix puis la croissance des prix, elle, et l'inflation. Ce qu'on a discuté depuis tantôt, mettons qu'on prend les tarifs douaniers, l'effet de niveau est très clair. Là. Demain matin, les tarifs sont là, boum, tu vois de l'inflation dans les statistiques parce que le niveau des prix a augmenté. Mais une fois que tu as dépassé les quelques années où est-ce que ça a pris effet, là, quand tu regardes la croissance des prix,
il n'y a plus rien, ça s'est estompé. Si tu laisses assez de temps passer, ça ne sera plus du tout inflationniste, absolument. Ouais. Mais ça prend pas mal de temps parce que là, tu aurais en principe des effets d'équilibre. Si c'est permanent, là, si c'est annoncé comme étant permanent, tu vas avoir des effets d'équilibre général énormes. Tu vas avoir des entreprises canadiennes qui vont déplacer leur production aux États-Unis pour éviter les tarifs. Puis ça prend, écoute, ça prend 10 ans, 5-10 ans. Mais au bout de toute cette période d'adaptation-là puis d'ajustement, mettons, au bout de 10 ans, tu ne sentirais plus rien. Oui, absolument, oui. Donc, c'est pas... puis là, je vais nommer un chiffre au hasard. Là, mettons que la politique rentre en vigueur, le prix des billets augmente de 8 %. Il ne faut pas se dire, oh mon Dieu, ça va être 8 % par année jusqu'à la fin des temps. Ouais, c'est ça, la nouvelle normale. C'est pas nécessairement ça. C'est pas nécessairement ça. Cependant, parce que l'effet peut durer quand même longtemps. Parce que là, tu parles d'intrants. Donc là, toutes les chaînes d'approvisionnement sont en permanence impactées. Et donc, c'est pas comme la pandémie, que c'était temporaire et non permanent. Et donc, les effets de prix peuvent être assez considérables. Puis avant que les ajustements se fassent au niveau de où produire, quoi produire, puis toute la chaîne de valeur. Oui, c'est ça, qui s'adapte. Ça prend un bon 5 à 10 ans de s'ajuster à un choc comme ça. Donc, tu pourrais avoir un effet inflationniste pendant quand même tout le terme, on va dire, de Trump, mettons 4-5 ans. Ouais. Et là, quand tu as une inflation considérable, mettons 4-5 % aux États-Unis, pendant 4-5 ans, là, le problème qui peut arriver, c'est que les anticipations se désancrent, comme on dit. C'est-à-dire les gens commencent à dire « Ah, OK, là, attends une minute, là, c'est pas juste 1 an ou 2, là, ça fait 3 ans, là, puis il y a encore plein d'inflation. » Bien, plein, genre le double de la cible. Plus que 2 %. Comme pas mal plus que 2, tu sais. Ouais. Et donc là, les anticipations changent. Bon, c'est sûr que si c'est 3 % des anticipations inflationnistes, c'est pas la fin du monde, mais s'ils se désancrent à 4 ou à 4,5, là, ça commence à être sérieux. Et là, il faudrait que la Fed... une politique très agressive. Oui, c'est ça. Pour recentrer les attentes, déjà. Pour rétablir sa crédibilité, finalement. C'est ça. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on en revient à la question de confiance dont on parlait tantôt. C'est ça, qui va être sous attaque aux États-Unis. Parce que là... Et là, on rentre dans la dominance fiscale. C'est que Trump, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut détaxer puis compenser le trou qui existe déjà, on s'entend. Les finances publiques américaines sont en problème déjà avant même qu'ils arrivent. Il manque de revenus relativement à leurs ambitions de dépenses. Et donc, c'est très élégant comme façon de dire. Et donc, il faut compenser quelque part. Puis une des façons, c'est les tarifs douaniers. Et donc là... s'il veut à la fois détaxer, mettre des tarifs, puis pas avoir d'inflation, là, ça ne marche pas. Là. C'est impossible. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Là. Et donc là, la Fed va se mettre dans le portrait, va vouloir resserrer la politique monétaire, puis Trump, le connaissant, en tout cas du premier terme, on peut se dire qu'il va essayer d'empiéter là-dessus, empêcher la Fed de resserrer la politique monétaire pour éviter, évidemment, les choses impopulaires que la Fed devrait faire. Puis là, ça va devenir vraiment intéressant quand on va arriver là. C'est ça, parce que là, si la crédibilité est minée puis que les gens commencent à négocier tous leurs contrats à 4 %, 5 % au lieu de 2 ben là, tu es dans une espèce de boule de neige qui peut perdurer longtemps. Là. Oui, puis qui peut mal virer, parce que là, eux autres, ils ont des dettes considérables envers le reste du monde. Hein? Le Japon, la Chine, etc., les Européens ont beaucoup de dettes américaines fédérales, je parle. Et là, les gens, ils diraient, OK, attends une minute, là, moi, je veux un intérêt plus élevé sur ça. Puis là, tu aurais une prime de risque qui apparaîtrait sur la dette fédérale. Puis là, ça peut aller vite, comme on dit. Ça rendrait encore plus difficile d'emprunter pour eux autres. Et puis là, ben... C'est ça. Là, tu peux avoir un moment coyote moment, là, où là, soudainement, quand le coyote là, court après le Roadrunner, puis il réalise qu'il est dans les airs. Il a passé le canyon. Là, il flotte pendant quelques secondes. C'est ça, c'est un Minsky moment qu'on appelle. Donc là, soudainement, tout le monde panique, puis la dette fédérale deviendrait soudainement moins intéressante. Et là, c'est là qu'il faudrait que le gouvernement fédéral américain, qui serait Trump, essaye d'obliger la Fed d'acheter de la dette américaine. Et là, ça, c'est en créant de l'inflation, c'est ça. Donc là, ça peut mal virer si on en vient à ça. C'est pour ça que la Fed, ils savent ça à l'avance. Hein? Si toi et moi, on parle de ça ici, là, on s'entend que les gens responsables de la politique, ils voient ça venir. Là. Donc, ils vont protéger leur crédibilité pas mal, je pense. Okay. Ouais.
Merci Pascal, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'était super intéressant. Merci pour tes lumières. J'espère qu'on pourra se revoir peut-être dans d'autres saisons sur d'autres sujets. Pourquoi pas, absolument, ça m'a fait plaisir. Puis je te souhaite de joyeuses fêtes. À toi aussi, salut.